Bonsoir, chers téléspectateurs et téléspectatrices. Dans la nuit du 27 au 28 février, Boris Nemtsov a été tué de 4 coups de feu à Moscou, en pleine rue, tout près du Kremlin. Les médias principaux désignent Nemtsov comme le plus connu des politiciens de l'opposition contre Poutine et sa politique. De plus, les médias parlent d'une véritable chasse aux opposants, aux dissidents, et disent que celle-ci aurait augmenté de façon spectaculaire ces dernières semaines. Sur des panneaux publicitaires géants à Moscou, Boris Nemtsov, entre autres, a été stigmatisé comme faisant partie d'une 5e colonne. Il s'agit là de traîtres à la patrie. Jusqu'à présent, on n'avait pas parlé de l'existence d'une telle 5e colonne. Il y a entre autres une nouveauté. On aurait reproché à Boris Nemtsov, le politicien d'opposition, de faire partie d'un tel groupe. Nous, à KlaTV, nous avons réalisé une interview téléphonique avec Evgeny Alexeyevitch Federov de Moscou et nous lui avons demandé ce qu'il en pensait. Monsieur Federov est député de la Douma, président du Conseil économique de la Fédération russe, ainsi que fondateur du mouvement de libération nationale. Dans cette interview, on parle aussi de la manifestation du 1er mars qui avait été initialement prévue comme manifestation de l'opposition en Russie. Du fait de l'assassinat de Boris Nemtsov, cette manifestation a été en même temps une marche funèbre. Voici directement l'enregistrement de l'interview. Bonsoir, cher monsieur Fedorov. Bonsoir. J'espère que nous avons une bonne communication téléphonique. Oui, je vous entends bien. Dans le contexte avec cet assassinat de Boris Nemtsov, on a entendu dans les médias occidentaux le terme de 5e colonne. Ce serait un terme utilisé pour stigmatiser les opposants et les dissidents comme traîtres à la patrie. Cependant, en 2014, dans une interview avec KlaTV, vous aviez déjà décrit la 5e colonne comme un système de contrôle de la Russie par les États-Unis. Oui. Là, vous avez surtout fait la différence entre composants politiques, militaires et composants de rue de cette domination étrangère. Oui. Qu'est-ce que vous dites sur la représentation de la 5e colonne par les médias occidentaux? Oui, il existe différents médias occidentaux et il y en a qui reçoivent une interview avec moi et qui définissent correctement ce terme, tel qu'il est venu tout d'abord d'Espagne à l'époque de la guerre civile espagnole et dont la définition russe ne diffère pas. La 5e colonne, ce sont des gens et des organisations qui sont en contact avec une administration étrangère et qui travaillent pour des pays étrangers. C'est comme des soldats étrangers d'une armée étrangère qui agissent sur le territoire russe. Et cela correspond absolument au terme espagnol de la 5e colonne. Ce terme doit être séparé des opposants par principe, car les opposants sont des citoyens et des organisations qui sont contre leur propre gouvernement et qui proposent un autre programme pour le développement du pays. Cela n'est pas la 5e colonne, mais ce sont des citoyens qui sont eux-mêmes contre la 5e colonne parce que la 5e colonne cherche à leur voler leur patrie et après, ni les opposants ni le gouvernement ne peuvent rien faire. Il faut aussi distinguer la 5e colonne des libéraux. Les libéraux ont un point de vue sur les événements dans le développement économique du pays, mais les libéraux peuvent aussi faire partie de la 5e colonne. Ça veut dire qu'ils peuvent être des agents étrangers, aussi bien dans le gouvernement que dans l'opposition. Ces termes doivent être clairement différenciés. C'est très clair, merci beaucoup. Ça veut dire qu'on ne peut pas mettre dans le même sac l'opposition, les dissidents et les ennemis de l'État. Il faut faire une différence claire. Oui, bien sûr, c'est évident. Nous partons de la définition et du langage historique. La 5e colonne, ce sont des ennemis. Ce sont des représentants d'un autre État sur un territoire d'un État étranger ou d'une société. Mais l'opposition est un autre type de personnes. Ils sont contre le gouvernement, ils ont des propositions d'amélioration et ils veulent prendre la direction. Les opposants sont aussi des patriotes qui luttent pour un avenir meilleur dans leur pays.
Dans toutes les manifestations qui se déroulent, on entend les slogans « L'opposition est contre la cinquième colonne ». Ce sont les pires ennemis, les plus grands ennemis de l'opposition et du parti dirigeant du pays. Merci beaucoup. Dans quelle mesure la Russie est-elle déjà dominée par la cinquième colonne? Considérons l'état du pays qui est défini par la Constitution. Dernièrement, dans les échelons les plus élevés du système de réglementation, on en a parlé, le chef de la commission d'enquête en a aussi parlé, la Russie, conformément à la Constitution, suit toutes les décisions qui sont prises en dehors du pays, avec aussi pour but de créer de nouvelles propositions de loi du même genre. Cela veut dire qu'on adopte des lois qui ont été décidées à l'étranger. Et c'est la cinquième colonne qui assure cette communication. Mais c'est comme ça depuis longtemps déjà, au moins depuis 1991, après la dissolution de l'Union soviétique. Les Européens vont comprendre peut-être plus facilement si on dit que la même chose est arrivée à l'Allemagne après le rachat par les Alliés en 1945. C'est clair que dans l'ancienne Allemagne de l'Ouest, et jusqu'à aujourd'hui, toute la puissance stratégique est entre les mains de la conduite américaine. Parallèlement, la RDA était dirigée par l'Union soviétique à l'époque. Ce qui veut dire que toutes les lois par lesquelles l'Allemagne de l'Ouest a travaillé ont été élaborées et contrôlées par les États-Unis, et que pour l'Allemagne de l'Est, c'était par l'Union soviétique. Il n'y a pas de différence historique pour la Russie actuelle. Mais dernièrement, quand les sanctions contre la Russie ont eu effet, la question de la cinquième colonne n'est pas une question de mauvais gouvernement ou d'une mauvaise qualité de vie, mais c'est une question de survie. La Russie est confrontée à la tâche de faire disparaître la cinquième colonne et pour avoir une chance de survivre, de transformer toutes les institutions noyautées afin qu'elles servent à nouveau les intérêts de la Russie. Ce sont exactement ces choses-là qu'on discute en ce moment et c'est la tâche principale du mouvement de libération nationale en Russie. Merci beaucoup. Est-ce que Boris Nemtsov a vraiment joué un rôle dans cette cinquième colonne? Ou bien s'agit-il d'une calomnie? Non. Si nous restons exactement dans le sens de ces termes, Boris Nemtsov avait des contacts avec les États-Unis. C'est prouvé par des documents officiels des États-Unis. De même, pour le pouvoir de légiférer, il est prouvé qu'il était en communication avec les États-Unis. Pour rester avec le terme exact, oui, on peut dire que Nemtsov faisait partie de la cinquième colonne, ou du moins qu'il en était très proche. Certains reprochent à Nemtsov d'avoir été un intermédiaire dans le financement de la cinquième colonne en Russie par les États-Unis. Il existe par exemple des enregistrements téléphoniques prouvant qu'il avait effectué le financement des protestations antigouvernementales dans la ville de Chimik et d'autres villes. Dans cette perspective, on peut bien dire qu'il faisait partie de la cinquième colonne. Pourtant, il n'a pas toujours été dans l'opposition. Il n'est devenu un opposant que plus tard. À une époque, Nemtsov était du côté de Poutine. Il y a environ 15 ans, quand Poutine a remporté les élections, Nemtsov avait soutenu Poutine officiellement. Après, il avait changé sa position. Non pas parce qu'il était passé dans l'opposition, mais parce qu'il était en communication avec les États-Unis. Merci beaucoup. Cela nous donne une image plus claire. Monsieur Fedorov, encore une petite question. D'après vous, la cinquième colonne a prévu pour la Russie un Maïdan selon le modèle de l'Ukraine pour le printemps ou l'automne de cette année. L'objectif déclaré serait de renverser Poutine. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu plus précisément? Oui, c'est la vérité. La tâche de renverser Poutine est toujours sur l'agenda politique des États-Unis. Au niveau des organes de l'État aux États-Unis et en Europe, cette question est discutée ouvertement. Des sanctions agressives contre la Russie sont déjà appliquées. Selon les propres mots du Premier ministre britannique, le but des sanctions est la destruction de l'économie russe. C'est clair, si l'économie de la Russie est détruite, la Russie est également détruite. La tâche est la suivante, la liquidation du concurrent nommé Russie au moyen des sanctions. Aujourd'hui, le mécanisme de liquidation a changé du fait qu'il y a les armes nucléaires. Si la Russie n'avait pas d'armes nucléaires, le mécanisme de liquidation se passerait comme lors de nombreuses agressions précédentes contre la Russie.
Je pense par exemple à l'Allemagne d'Hitler, à la France à l'époque de Napoléon et beaucoup d'autres cas. C'était habituellement des guerres dans le cadre de la concurrence nationale. Mais du fait qu'il existe maintenant des armes nucléaires, ces formes ont changé. Ce sont les formes d'intervention orange, c'est-à-dire des méthodes pour renverser des régimes légitimes en s'appuyant sur des marionnettes et sur la cinquième colonne. En outre, la cinquième colonne et les marionnettes en question organisent tout d'abord un changement de direction et puis la liquidation de l'État. Avec les armes nucléaires, cette technique a changé. Mais par le biais de l'invasion non guerrière au moyen des interventions oranges, les méthodes de défense aussi ont changé. Il doit y avoir d'autres méthodes de défense qui limitent l'influence de la cinquième colonne dans le pays. On appelait cela le nettoyage. Donc maintenant, on doit préparer intérieurement l'opinion publique pour que les gens s'opposent à ces opérations dans les rues. Merci. Merci beaucoup. J'aurais encore une question. Est-ce que l'assassinat de Nemtsov joue un rôle dans la préparation d'un Maïdan russe? De notre point de vue, c'est un véritable crime organisé, ce qui a été fait par la CIA elle-même ou bien sous la direction de la CIA. Des assassinats de ce genre-là ont déjà eu lieu des milliers de fois et probablement aussi avec la coopération de spécialistes d'Ukraine. Le but est probablement d'enflammer les émotions comme composante de rue type Maïdan. Le peuple devrait se lever enfin à la vue de cette victime sacrée. C'est une technique qui a déjà souvent été utilisée dans le cadre de l'intervention orange en Ukraine et dans d'autres pays. Nous nous rappelons tous l'assassinat d'une jeune femme en Iran avant que les États-Unis essaient de renverser le pays. En principe, c'est une technique très connue et bien décrite. En ce cas-là, on a choisi Nemtsov. Il est bien connu en Occident. Il est assez brillant, c'est un politicien qui a une position claire, mais c'est en même temps une personne dont on peut se passer dans le processus du renversement type Maïdan. Bon, quelle est votre opinion sur la manifestation du 1er mars? Pourquoi une escalade n'a-t-elle pas réussi? Premièrement, la Russie est un État très ancien et ses 1500 ans d'histoire se reflètent également dans une certaine expérience. Et puis, nous avons encore le souvenir très négatif du Maïdan, réussi de 1991 à 1993. L'Union soviétique a déjà été renversée avec des méthodes comparables. Et alors, à l'époque, la Russie a beaucoup changé. En plus, il y a les expériences avec l'Ukraine qui ont totalement changé la façon de voir les choses. La plupart des gens ici à Moscou comprennent bien ces choses et ils ne se sont pas laissés provoquer par l'assassinat de Nemtsov. Merci beaucoup. Monsieur Fedorov, nous vous remercions cordialement pour votre évaluation claire. Merci à vous. Les gens en Europe espèrent que le gouvernement de Russie trouvera un chemin pour ne pas se laisser provoquer par cette infiltration. Merci beaucoup. Nous vous souhaitons une bonne soirée à Moscou. Merci beaucoup. Merci beaucoup et nous vous souhaitons beaucoup de succès. En même temps, nous vous disons au revoir depuis notre studio et nous nous réjouissons de vous retrouver prochainement sur CLA TV.